Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures, nous sommes sur Sud Radio et nous avons tous, un moment ou un autre, eu conscience que notre corps parlait. Par exemple, quand on a mal à la tête après une réunion prise de tête, lorsque nous avons envie d'aller uriner juste avant un rendez-vous super important. Pire encore, quand nous nous sommes tordus la cheville, justement parce que nous n'avions pas envie d'aller à cet endroit. Et puis, ces mal de dos quand on en a plein le dos. Pourtant, malgré ce langage corporel si parlant, nous continuons à être sourds à nos mots du corps. Sauf depuis que Michel Odoul vient régulièrement nous permettre de mieux les interpréter. Et justement, si vous avez peur, si vous êtes particulièrement stressé, si peut-être vous êtes en pleine peine de cœur et que vous voulez aller mieux, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre et Michel Odoul vous apportera son témoignage limpide et peut-être que ça ira déjà beaucoup mieux. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors j'aurais pu continuer la liste, elle est très très longue. Le langage du corps dans le langage populaire, c'est incroyable. Il y a une richesse incroyable et en plus qui est valable dans toutes les langues. C'est-à-dire c'est assez. Ah oui, bien j'imagine. Voilà, c'est étonnant. C'est par exemple en anglais quand on parle du spleen, le terme spleen en anglais, ça parle de la rate. Et donc c'est quelque chose qui parle de ces états dépressifs, des gens qui sont anxieux, etc. Et les expressions sont valables bien sûr dans tous les pays. Chacune bien sûr étant propre à la langue, c'est-à-dire il ne faut pas transposer ce qui est dans le langage français. Oui, bien sûr. Il y a cette vérité profonde qu'effectivement, lorsqu'une zone corporelle est concernée, elle nous dit sans doute quelque chose. Alors j'en ai évité une d'expression parce qu'on parle bien quand même sur Sud Radio, mais comme on parle vrai, je vais quand même la donner. Quand on en a plein le cul, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse réfléchir. Vous me posez régulièrement une devinette, moi je vous pose celle-là. Oui. Non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien. Et je trouve que par exemple, quand on a envie d'uriner avant une compétition, tout ça, moi je me souviens un jour, j'avais dit mais c'est bizarre, chaque fois que je vais faire une compétition équestre, j'ai besoin d'aller faire pipi juste avant. Et un jour, on m'a dit, c'est pas vous d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre, mais il m'a dit bah, c'est normal, ça stimule le rein et donc voilà. Non seulement ça stimule le rein, mais il faut savoir que le fonctionnement de la vessie est interagi par le cerveau limbique et par l'hypothalamus et que c'est en lien avec le système neurovégétatif. Et le système neurovégétatif, eh bien, c'est celui qui a la charge de nos états d'âme non conscients et notamment c'est lui qui a la charge, avec effectivement l'énergie des reins, de gérer les stress. Et donc face à des situations qui sont des situations importantes, lorsqu'on a des vécus qui sont des vécus qui nous impactent fortement, lorsque nous avons des peurs ou des craintes d'anticipation, eh bien une des manières avec lesquelles éventuellement on peut essayer de décharger cette surcharge tensionnelle au niveau neurovégétatif, c'est effectivement la vessie. Or, qu'est-ce que nous allons faire quand nous allons aux toilettes? Eh bien, nous allons éliminer, nous allons nous soulager. Et c'est très directement parlant, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Après, si on veut élargir le propos au niveau de la symbolique véritable de ce qu'est la vessie, on va au-delà de ça, c'est-à-dire que la vessie nous sert à éliminer les urines, c'est-à-dire ce qui est entré en nous, dont nous nous sommes nourris ou servis, et qui, du fait de cet usage, est devenu obsolète. Et donc qu'on élimine parce que ça peut devenir une toxine. Et donc par extension, eh bien, la vessie devient l'organe qui est celui qui est associable à notre capacité à éliminer les vieux schémas et les vieilles croyances, c'est-à-dire tous les systèmes de pensée qui ont existé en nous, qui nous ont été utiles à un moment donné, mais qui, du fait du contexte, de l'évolution des choses, des situations qui changent, ne sont plus valables, ne fonctionnent plus correctement, etc. Et ce fonctionnement de la vessie est très important. Et on le retrouvera après derrière toutes les pathologies comme les énurésies, les cystites, les inflammations urinaires, où on pourra trouver cette connotation. Et chaque organe, évidemment, a sa symbolique. Et voilà. C'est en ça qu'on peut mieux comprendre pourquoi on a mal à tel endroit. Il y a une richesse incroyable. Il y a une richesse incroyable parce que chaque organe, à la fois, c'est un agglomérat de cellules. C'est quelque chose de très basique. Donc il y a un premier degré de symbolique, mais en même temps, chaque organe est interagi par un système sanguin, un système nerveux, des choses qui lui sont propres et spécifiques. Et les pathologies qui touchent les organes viennent enrichir le sens qui est le sens fondamental. Et c'est là où nous avons véritablement un lexique magnifique qui s'appelle notre corps, à condition que nous soyons prêts à l'écouter et que nous soyons chercher
éventuellement, qu'est-ce qui va nous permettre de le décoder. Et c'est évidemment le shiatsu qui interprète le langage du corps, et vous en êtes vous êtes fondateur de cet institut français de shiatsu qui, depuis tellement d'années, et on peut quand même espérer qu'à un moment donné, on comprendra que écouter son corps, c'est déjà se soigner. Oui, mais je crois qu'il y a déjà un bon morceau de chemin qui a été fait, parce que Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi a été publié en 1994, donc il y a un certain nombre d'années déjà. Et dites-vous bien qu'à l'époque où il est paru, il a eu un accueil qui a été un accueil mitigé de par un certain niveau d'institution, etc., parce que c'était quelque chose qui était absolument pas entendu à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour, avec la médecine et les médecins, discuter éventuellement des liens, ce qu'on appelle d'une certaine façon psychosomatique, mais ça n'est pas que ça, en tout cas des liens subtils qui peuvent exister entre les états émotionnels, les vécus de stress, etc., et leur caractère éventuellement immunodéprimant ou éventuellement organes fragilisants. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que finalement... nos émotions, elles sont là, il faut les accueillir. Les mots du corps, ils sont là également, il faut les accueillir. Mais en revanche, en les comprenant mieux, on risque de plus vite aller mieux. C'est ça l'intérêt. Oui, puis pas question de nier, évidemment, quand on a mal quelque part, on a mal quelque part. Oui, mais non, mais ça c'est trop. Il est absolument pas question, lorsque de la douleur ou de la pathologie apparaît, qu'on se contente juste d'écouter ce qu'il y a à dire et qu'on ne soigne pas. Ça, c'est une évidence. En revanche, mettre une chape de plomb ou du déni, c'est-à-dire ne pas écouter le message, est quelque chose qui est vraiment problématique à un moment donné, parce que celui-ci va monter en intensité. Et j'utilise souvent cette image de dire que nous sommes comme des gens qui sont sur un bateau où il y a un petit appareil qui fait bip bip. Mais comme on n'a pas appris le morse, on ne comprend pas ce qui est dit, ce bruit devient entêtant. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le meilleur des cas, on met un oreiller sur le truc qui fait le bruit pour pas l'entendre. Et dans le pire des cas, même on coupe les fils parce que c'est insupportable. Sauf que le bip bip était en train de dire qu'il y avait une brèche dans le bateau et qu'il était en train de couler. Et que lorsqu'il y a quelque chose qui émerge et qui se manifeste de façon prégnante, si un soir j'ai la migraine, je ne vais pas commencer à me fatiguer et là réellement me prendre la tête à vouloir savoir pourquoi. Mais si de façon répétitive et circonstancielle, j'ai souvent la migraine ou tel problème, il y a là sans doute pour moi une nécessité à essayer de voir ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Et c'est ce qu'on va essayer durant ces 2 heures avec vous. Bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Et puis, comme on est dans une émission où on parle évidemment beaucoup d'amour, il faut pas négliger les peines de cœur, puisqu'on sait que le syndrome du cœur brisé, ça existe. C'est pas une légende. Ce n'est pas une légende. Il y a des études maintenant qui ont été publiées depuis 3-4 ans. Partout de par le monde. Une des premières, c'était l'université, je crois, de Birmingham. Ensuite, il y a eu des études en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., où la démonstration, elle est claire. Les personnes qui vivent un traumatisme émotionnel très fort, de type cœur brisé, c'est-à-dire la perte d'un être cher, par exemple, etc., sont des personnes qui peuvent effectivement avoir des déchirures au niveau du myocarde, au niveau du muscle cardiaque. Et que ces déchirures laissent des cicatrices qui font qu'après, ils sont plus fragiles. Et que le risque d'infarctus derrière peut être quelque chose d'important. Donc ne pas négliger surtout les grands chocs émotionnels. C'est un des principes fondamentaux d'ailleurs de la médecine traditionnelle chinoise, qui dit que derrière toute souffrance ou toute pathologie, il y a d'abord à la racine une émotion qui a été une émotion néfaste. Alors, cette émotion néfaste, mieux vaut la comprendre, la vivre, et puis si on est l'accueillir. Et si on est très malheureux, accueillir sa tristesse. Le déni, finalement, nous emmène toujours dans le mur. Le déni, c'est le déni, c'est ce que l'on prend pour ne pas ressentir la douleur. Mais sauf que la douleur, on le sait très pertinemment, c'est un signal corporel pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que le déni, lorsqu'il s'étend effectivement au niveau des vécus, je dis souvent, quand à l'époque j'avais des patients ou dans mes formations, que se mettre la tête dans le sable n'a jamais empêché l'autruche de se faire botter le derrière. On en vient à ce que je disais tout à l'heure, on en a plein. C'est la boucle, vous voyez. Oui, la boucle est bouclée, il n'y a pas de doute. Bon, en tout cas, c'est Philippe qui va commencer dans un instant avec nous et qui va parler peut-être de ces mots du corps, et on verra ce qu'on pourra lui en dire. Vous aussi, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Michel Odoul est avec nous jusqu'à 16h.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Audoul est avec nous. Je rappelle évidemment que vous êtes l'auteur de 10 mois où tu as mal. Je te dirai pourquoi aux éditions Albin Michel. C'est ressorti, nouvelle version avec les maladies de notre début de siècle. Toutes ces maladies qu'on appelle auto-immunes et qui sont des maladies sans doute dues à ce mal de vivre actuel. Voilà, les maladies de vécu, les maladies de société, les douleurs, comme par exemple la fibromyalgie, si c'est sur le plan physique, la désespérance, si c'est sur le plan psychique, et puis après toutes les pathologies, allergies, problématiques neurologiques et effectivement toutes les pathologies auto-immunes qui sont quand même des pathologies qui explosent. Exactement. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je vous appelle là pour un problème au niveau du genou, donc qui s'avérait de l'arthrose. Et j'ai également une douleur au niveau du pied droit, enfin le genou, c'était le genou droit. Et j'ai accumulé pas mal de choses dans ma vie, donc je me suis fâché avec mon grand-père que j'aimais. J'ai un ami associé qui est tombé dans l'alcool. J'ai également divorcé, et puis maintenant là je viens de perdre mon fils qui s'est suicidé il y a un mois. Donc j'ai accumulé pas mal de choses. Malgré tout, je reste droit, enfin je reste debout et je continue à me battre, mais j'avoue que voilà. Oui, ça fait beaucoup de choses en peu de temps, j'imagine. En une dizaine d'années, quoi. Et c'est le genou droit qui vous fait particulièrement mal ? Oui, genou droit, oui. Puis j'ai une douleur au niveau du pied droit. Et j'ai au niveau des articulations aussi maintenant des douleurs. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez donné comme information. Il y a effectivement une accumulation de chocs et de traumas émotionnels ou de tensions émotionnelles qui viennent dans le cadre de ce qu'on évoquait tout à l'heure au début de l'émission. En même temps, votre corps, il semble dire quelque chose de très particulier, c'est que la latéralité droite semble être dominante dans les problématiques. Que la deuxième des problématiques que vous évoquez, c'est une problématique articulaire, c'est-à-dire qui concerne le squelette, le système osseux et les articulations. Oui, et lorsqu'on met dans l'ensemble et toutes ces choses ensemble, ça semble évoquer quelque chose qui ne va pas tout à fait uniquement dans le sens des vécus émotionnels que vous donnez, parce que la latéralité droite dans le corps, lorsque on est au stade du symptôme, elle parle d'une tension en lien avec le féminin globalement parlant, que ce soit le féminin extérieur, la mère, la femme, l'épouse, la fille, etc., ou le féminin interne, c'est-à-dire la capacité avec laquelle on va laisser de la place en soi à tout ce que sont les champs de l'anima, tel que l'a définissait Jung, c'est-à-dire de la sensibilité, de la créativité, de la capacité à accueillir la vie et le vivant tel qu'il est. Et lorsque c'est le genou qui est concerné, qui est l'articulation des jambes, qui est celle qui sert à plier la jambe, qui sert à fléchir, qui est l'articulation qui fonctionne lorsqu'on se met à genoux, lorsqu'on fait acte de soumission, ou lorsque l'on fait acte de contrition face à quelque chose, on est en présence de l'articulation qui porte une symbolique extrêmement forte de ce qui est le champ de l'acceptation globalement. Oui, et puis les articulations, c'est aussi le lâcher-prise. C'est la manière d'articuler les choses. Si on ne lâche pas prise, on va les... Et donc, il y a peut-être dans les vécus qui sont les vôtres et dans ce que votre corps exprime, peut-être, alors ça sera à vous de nous dire. Alors, vous avez parlé d'une séparation avec votre épouse, mais peut-être quelque chose qui va remonter encore un cran un petit peu plus loin et qui va parler de la relation que vous avez peut-être eue avec votre mère, existante ou inexistante, en tout cas de la forme qu'elle avait prise, et de votre difficulté à accepter très globalement ce qui a été avec elle, et la manière avec laquelle ça a construit en vous la partie souple, la partie accueillante, la partie aimante de l'âme. Peut-être avez-vous été beaucoup dans un rapport au vivant et à la vie qui était dans la maîtrise, le besoin de contrôler, de vérifier, de tenir, parce que peut-être que le monde de la sensibilité, le monde de l'émotion est quelque chose qui vous faisait profondément peur parce que ça n'a pas pu se construire, et qu'à partir de là, bien sûr, cette volonté de tenue et de maîtrise du monde, c'est ce qui vous a conduit à vivre des tensions fortes avec le masculin. Et c'est comme ça que vous continuez à essayer de résister, à tenir, alors que votre corps vous dit de lâcher. Oui, je pense, oui. Je bloque beaucoup. Oui, je pense que je bloque beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup de sensibilité également, oui. Donc là, je crois qu'il est temps, Philippe, de comprendre
que vous êtes quelqu'un qui souffre et qui a peut-être besoin justement d'être un peu materné au sens symbolique du terme, évidemment. Si vous aviez 3 mots à dire à votre mère, qu'est-ce que vous lui diriez? De lâcher prise déjà. Vous diriez à votre mère de lâcher prise? Oui, parce que je pense qu'elle a bloqué beaucoup de choses elle aussi et Oui. qu'elle nous a transmis. Parce que, vous voyez, je crois qu'il faut vraiment pas tout mélanger. Il y a des gens qui sont fragiles, et puis il y a des gens qui sont sensibles. On peut être sensible et être touché très profondément quand il nous arrive des catastrophes. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas fort. Et vous voyez. Et on peut être fort tout en acceptant au contraire, même c'est un signe de force que de pouvoir montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité et sa tristesse. Avec tout ce que vous nous avez raconté, que vous puissiez pleurer un bon coup, ça me paraîtrait plutôt salvateur. Et il faut même que vous vous en donniez le droit, c'est-à-dire que c'est presque quasiment une décision que vous avez à prendre. Vous avez rencontré les épreuves les plus majeures qui peuvent arriver. Vous avez perdu l'ascendant, qui était sans doute quelqu'un de très signifiant pour vous, qui était ce grand-père. Vous perdez votre descendant. Je crois qu'il n'y a pas d'épreuve plus terrible pour un père que de perdre son enfant. Et au milieu de tout ça, vous avez vécu la rupture de votre couple. Il faut que vous vous donniez le droit de laisser sortir tout ça. Il faut trouver une manière peut-être même de vous faire aider. Que vous alliez dans un bois, vous prenez un morceau, vous cognez sur une souche en hurlant, mais trouvez une manière, que vous prenez une feuille de papier, un cahier dans lequel vous écrivez et vous laissez sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Les larmes permettent d'évacuer pas mal de choses. Elles permettent autant d'évacuer des toxines physiques d'ailleurs que d'évacuer émotionnelles. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que vous arriviez à les accepter et à les mettre en mots. À partir de ce moment-là, votre genou va se relâcher. Parce que l'arthrose, c'est comme le calcaire dans les conduites d'eau. Le calcaire se dépose aux zones des robinets, c'est-à-dire là où ça circule plus. Et bien dans votre genou, les énergies ne circulent plus. Et c'est pour ça que l'arthrose s'y met. Oui. Et je crois que c'est vraiment important que vous puissiez être un petit peu maternant vis-à-vis de vous-même, en fait, en quelque sorte. Vous savez, c'est dans la vie, plus on a des épreuves importantes, plus on se rend compte qu'on est seul. Parce que malheureusement, la douleur, elle ne se partage pas. Oui, tout à fait. Et donc, c'est à vous de prendre soin de vous, vraiment. C'est très important aussi de comprendre que la douleur, quand on se donne le droit de l'exprimer, eh bien, c'est quelque chose qui permet aux autres de faire de même. Malheureusement, trop souvent, on croit qu'il ne faut pas exprimer sa douleur, alors de façon adaptée, bien sûr, mais qu'exprimer sa douleur, c'est faire souffrir l'autre. C'est l'inverse, c'est lui permettre, c'est lui donner le droit, lui aussi, de les évacuer, et lui aussi de les exprimer. Oui. En tout cas, déjà, de nous avoir parlé, Philippe, on vous reçoit, évidemment. Et on vous envoie tout ce qu'on peut vous envoyer de tendresse et d'affection. On s'en remercie. Et puis, si en raccrochant, vous avez besoin un petit peu de pleurer, de vous écrouler, allez-y, dites-vous que ça vous fera du bien et que c'est certainement pas nous qui allons vous juger. Ok, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Philippe. Et on vous embête pas plus longtemps parce que je crois que vous avez besoin de vous retrouver seul à seul. Merci. On fait une petite pause et puis on va accueillir notre Sexy News, Julia Palombe, dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons Julia Palombe qui va nous parler de la panne d'essence. Mais quand on vous regarde, Julia, nous ne sommes plus en panne d'essence. Vous êtes magnifique. Ça dépend comment vous écrivez d'essence. Eh oui, mais et plus loin, SENS, évidemment. Voilà. C'est tout le charme de cette chronique. Mais où sont les pompes à désir? Les Français sont pris au piège de la digitalisation de leurs rapports sociaux. La panne d'essence menace. Pénurie d'acteurs dans nos lits, pénurie de spectateurs dans les salles de cinéma, les concerts. La grève des caresses et des baisers a été déclarée sans que l'on s'en aperçoive par les géants Netflix et compagnie. Aujourd'hui, quand vient la nuit, on n'embrasse plus sa girlfriend, mais son ordinateur. Merde. Nous sommes le 13 octobre 2022 et nous sommes en pénurie de notre carburant essentiel, notre désir charnel. Et pas de carburant, pas de cul. Cette pénurie s'étend peu à peu à tout le pays, mais les populations ne se trouvent pas impactées de la même manière entre les habitants des grandes villes, encore partiellement excités, et ceux des zones rurales en voie de désertion érotique. Nous sommes au bord de la panne, pourtant une chose est
sûr, l'amour physique est indispensable à la majorité des Français. Alors, comment faire ? On observe de nombreux retards à l'allumage, les fameuses peines à jouir. De leur côté, les Français qui se levaient tôt se lèvent encore plus tôt pour espérer quelques étincelles d'inspiration. Alors, pas forcément par confort de vie, mais par nécessité. Ils sont poètes, artisans, cuisiniers, musiciens. Leur matière première, c'est le désir. Ce sont eux qui composent nos plaisirs à venir. Ce sont eux dont le carburant sensuel est l'outil de travail. Alors, plus rare et plus cher, nos plaisirs vont-ils devenir réservés aux riches ? Le sexe du futur sera luxe ou ne sera pas ? Enfin, j'espère que non, mais en attendant nos réservoirs sensuels... Cela dit, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important. Certaines enquêtes ont été faites. Eh bien, curieusement, les pauvres baisent plus que les riches. Ah, donc ça voudrait... Ce qui veut bien dire que quand on se prend un peu trop la tête, il reste plus grand-chose pour le bas. Oui, je crois que c'est pas faux. Oui, bien sûr. Et finalement, c'est plutôt sympathique ça, quand même. Ah oui, ça me rend... je veux bien aller du côté des pauvres. Alors en attendant, nos réservoirs sensuels sont siphonnés par l'offre toujours grandissante des plateformes digitales dont le but, à peine dissimulé, semble être de nous assigner à résidence avec notre gré, s'il vous plaît. Les Français vont bientôt être empêchés de faire l'amour, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur forme physique. C'est un comble. On note ces jours-ci une hausse de dépannage, oui. À l'heure où je vous parle, les sites de rencontres remplissent leur rôle de dépanneur de corps en panne de contact physique à la perfection. Mais pour combien de temps encore va-t-on faire la queue devant une application de rencontre de dépannage ? La pleine baise, tout le monde la cherche, mais la jauge de nos désirs se vide peu à peu. Quelle solution plutôt s'offre à nous ? Alors, l'État régulièrement pris à partie par les organisateurs d'événements du vivant, producteurs de spectacles, restaurants, hôteliers, festivals, fait le sourd d'oreille concernant notre panne d'essence. C'est à se demander s'il ne sait pas trop masturber, puisqu'on sait que ça rend sourd. En même temps, il ne lui reste peut-être plus que ça. Enfin bref, nous ne pouvons pas décemment compter sur l'État dont les bénéfices financiers de cette situation sont certainement palpables, en revanche, nous pouvons décider de prendre la chose en main fermement et y mettre les formes, le temps qu'il faut à la montée de l'excitation et faire glisser, aller et venir le manche de nos désirs. S'il le faut, crachons dans l'effort sensuel vers le sommet, dérouillons nos articulations ankylosées, chevauchons les plaines, les vallées, remplissons la jauge de notre désir à grands coups d'envolées fantasmatiques, de rêves, d'imaginaires. Exigeons de nous-mêmes de la tenue, oh tiens-le bien, car s'il ne restait qu'une seule chose sur cette terre, il vaudrait mieux que ce soit le frisson de nos chairs excitées, curieuses, de se frotter les unes aux autres. Peau à peau, nous naissons, peau à peau. Nous devrions peut-être partir, non ? Chers auditeurs, mettons un terme à ce cirque digital et faisons le plein d'essence. Eh bien, merci pour ces jeux de mots qui sont tout à fait d'actualité et je suis sûre qu'on ne les a pas tous saisis. Donc voilà, mais ça peut se réécouter en podcast. Merci Julia. Merci Julia. On continue avec Karine qui va répondre à 3 questions et qui pourra en poser une ensuite à Michel Odoul. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Michel et bonjour Julia. Alors Karine, quelle est la partie de votre corps que vous préférez ? dont vous êtes le plus contente, enfin Oui, tout mon corps. La partie, je dirais, ma taille fine. Ma taille fine. Vous aimez votre taille fine. Bon, oui. Ben, écoutez, très bien. Ben oui, il faudrait qu'on ait une photo, Karine, qu'on puisse apprécier. Non, mais j'aime bien parce que vous le dites avec sincérité, avec joie. Donc oui, je suis contente qu'en plus elle est restée fine. C'est tout un travail. Non, mais c'est bien parce que moi, vous êtes, ça veut dire que vous êtes assez bien dans votre corps, la manière dont vous m'avez répondu à votre question, et je trouve ça sympathique. Deuxième question, est-ce que vous pourriez me dire quel est votre jouet intime préféré ?
Moi, je suis plus à l'ancienne. Je suis vieille Une France. manuelle. Vous êtes une manuelle. Une manuelle. Après, j'aime beaucoup, maintenant, dans cette partie-là de ma vie, je préfère, si jouet, il doit y avoir tout ce qui va venir stimuler à l'extérieur. Que ce soit les seins, enfin les mamelons. Oui. D'accord. Vous n'êtes pas fan de ce qu'on pourrait appeler les godemichés, quoi. Moins maintenant, ouais, moins. Ça l'a été, hein. Oh là là, oh oui. Ah bah quand même, oui, ça se réveille là tout d'un coup. Vous n'avez jamais été en panne d'essence, donc. Non, oh non. Enfin, avant. D'accord. Et dernière question, quel est le lieu qui vous ferait le plus fantasmer pour faire l'amour? À part le lit, hein, parce que... Oui, à part le lit. Mais en restant... alors, à l'intérieur, moi, j'aime beaucoup chaise, canapé. Moi, sur mon partenaire. Mhm. Et puis, à l'extérieur, voiture. Moi, ça m'a toujours fait marrer, ça. Bonnes expériences avec quelqu'un de bien choisi. Oui, hein. et puis comme on fait la queue, il y a ce qu'il faut. On a le temps. Oui. C'est vrai. Bon, eh ben écoutez, Karine, je vous trouve très coquine, moi. Hein. Ouais, ça se réveille. Ça se réveille, hein. Oui, ça va. Bon, et ben vous pouvez poser une question à Michel Odoul, il vous écoute. Quelle chance. Bonjour Michel. Bonjour. Quel honneur, je suis très émue. Il ne faut pas. Je voulais en profiter aussi. Il a pour une dire... très très belle voiture, hein, Michel Odoul. Mais peut-être pas très pratique pour ce genre d'exercice. Ce genre de sport, c'est pas... Oui, voilà. Je suis très à l'écoute de mon corps depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, pas beaucoup changé depuis ma naissance. Et pour en revenir là sur le fonctionnement des organes, c'est une constipation que j'ai depuis... Enfin, dès la naissance. En fait, je suis née, je suis un bébé constipé. J'ai été un bébé constipé. Et c'est quelque chose que je rêvais d'un jour pouvoir vous exposer parce que j'ai ma petite idée sur ça. Mais enfin, quand même, ça a été une enfance particulièrement bizarre à cause de ça, douloureuse, et puis tournée, axée sur ça, mais par le regard de mes parents, parce que c'était sans doute... plus vous étiez constipé, plus devait insister, votre mère devait insister, évidemment. Mais c'est une question très intéressante, parce que ça correspond, ça concerne de nombreuses femmes, plus que d'hommes d'ailleurs. Oui, mais un bébé, Brigitte, en fait, un bébé, c'est plutôt, comme on dit en rigolant, c'est un chiassou, quoi. C'est très rare un bébé constipé, c'est ce qui m'a... mais vous êtes très rare, Karine. Sauf si maman voulait un bébé parfait. Alors, je pense que... alors, elle, je sais pas, elle est plutôt soumise à son mari qui, lui, par contre, est très, très exigeant, mais sur un autre registre, c'était le sexe de son enfant. Il voulait un garçon et il est encore capable de le dire aujourd'hui, ouvertement. Puisque t'as pas eu un garçon, papa, tu vas voir, je vais te faire chier. Hein. Voilà. Alors, il y a quelque chose... je vais me retenir, au contraire. Oui, enfin, c'était une façon de... Je vais me retenir et je vais pas faire de vagues, parce que c'était pas moi qu'on attendait sous cette forme-là. Mais je pense qu'il y avait au-delà de cela, si vous voulez, sans doute un sentiment profond chez votre mère. Peut-être d'ailleurs pour être sûre et sécure par rapport à votre père. Elle se sentait le besoin profond d'avoir un bébé qui soit parfait. Et un bébé qui soit parfait, il sent pas mauvais, il n'a pas des selles odorantes, il génère pas de la contrainte, il remplit pas les couches, il est le plus clean et le plus propre possible. Et il y a deux manières avec lesquelles les enfants qui ont été imprégnés par cette attente, même la plupart du temps d'ailleurs pas directement consciente, de transposer ça. C'est effectivement tout ce caractère qui va être le caractère de la constipation et qui se traduit après par une espèce de perfectionnisme dans tous les moments de la vie, ou par l'autre façon de ne jamais faire de vagues qui s'appelle la crocyanose, c'est-à-dire, et ça aussi c'est très féminin, c'est-à-dire des extrémités qui sont froides, les pieds et les mains, d'une vasoconstriction des capillaires, parce que on a une conscience d'intrus ou de personne qui n'est pas à sa place, et donc on fait surtout le moins de bruit, le moins de vagues possible, on ne se fait pas remarquer. D'accord. Bon. Ça vous parle tout ça, Karine ? Oui, ça a été beaucoup ça, toute ma partie toute une première partie de vie, que ce soit chez mes parents et même encore après.
Maintenant, j'essaye de reprendre le contrôle de tout ça en ayant vous voyez, pris, vous prenez le beaucoup de contrôle. distance. Vous prenez le Ouais. contrôle. Oui, mais C'est-à-dire que vous tentez de résoudre le fait de vous détendre et de relâcher prise en prenant contrôle. Ouais, C'est-à-dire que le d'accord. réflexe, c'est à nouveau un réflexe qui est celui qui est à la base même de la constipation, qui est garder le contrôle. Oui, d'accord. Ce qui vous sauve, c'est que vous êtes quand même une bonne vivante et que visiblement, avec le plaisir, vous n'êtes pas, Voilà. vous êtes pas dans le contrôle. Donc c'est ce qui vous a sauvé. Oui. Quand je parle de reprendre le contrôle, c'est plutôt de reprendre les rênes de ma vie, plutôt ça, et d'échapper au contrôle parental et du coup de mettre une distance et qui m'a sauvée du coup de mettre cette distance par rapport à leur autorité, leurs abus, leur obsession de m'objectiver tout le temps, enfin bon, des choses. Oui, mais ça, c'est une bonne stratégie. C'est une stratégie qui vous a permis, par la distance et par le fait de créer un territoire dans lequel ils n'avaient pas de place, qui vous a aidé à dépasser un petit peu tout ça. Les réflexes sont encore là. Même quand Oui. on vous interroge et qu'on vous pose des questions sur votre sexualité, le premier niveau de réponse, c'est « Oh, mais je suis très classique, je fais tout bien comme il faut ». Et puis ensuite, on commence à voir apparaître une autre femme, qui est celle peut-être que vous êtes réellement en dessous et que vous devez totalement libérer. Vous n'avez pas besoin de rester dans le contrôle parce qu'ils sont loin, vos parents, maintenant. Ouais, ça fait du bien de l'entendre. C'est vrai que oui, je suis consciente de ça. Mais oui, il y a encore des stigmates, c'est ça? Oh, on en a Quelques tous, de cicatrices, toute oui. façon, Karine. On se les trimballe. C'est difficile de les évacuer. Il reste. C'est le propos d'une vie. Oui. En tout cas, merci de m'avoir éclairé sur ce petit bébé que j'étais. Parce que moi, j'ai beaucoup j'essaye de le réparer, cet enfant intérieur, et je pense souvent à ce bébé. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi j'ai été ce bébé constipé. Oui, mais vous savez, les enfants sont ainsi faits, et c'est même dès la phase intra-utérine. Vous savez, il y a par exemple des fois des enfants, et ça peut même aller parfois jusqu'au suicide, qui se suicident ou qui deviennent malades du travail à l'école, alors que c'est eux qui dramatisent la demande des parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on sent une certaine attente, à un certain niveau quelque part de la part des parents, on a tendance à toujours en vouloir en faire un petit peu plus, et que derrière cette attente qui était l'attente de l'excellence, du meilleur, de bébé ou de l'enfant parfait, ou etc., est venue se greffer là-dessus votre propre exigence, qui peut exister même dès la phase intra-utérine, qui vous a conduit à sur-interpréter l'attente et la demande. Et ça génère effectivement des réflexes. Or, le gros intestin, en acupuncture par exemple, c'est le méridien sur lequel on travaille justement la question du lâcher-prise. La question du relâchement et de la non-exigence. D'accord. Merci Karine, merci de cet échange, et je pense que c'est une question qui aura parlé à pas mal de femmes. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous aussi, n'hésitez pas à venir vous poser vos questions à Michel Odoul au 0826 300 300. À tout de suite. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul aujourd'hui et nous évoquons le corps qui parle. C'est votre corps aujourd'hui qui prend la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Franck. Ah, on a un petit souci, on va essayer de le retrouver. C'est toujours pareil, c'est le direct avec les petits problèmes techniques que ça comporte. Oui. Donc on va essayer de voir si on arrive à retrouver Franck. Bon, en tout cas, le corps qui parle, oui, on a de toute façon dans notre vie, tout au long de notre existence, forcément des bobos. Celui qui passerait toute sa vie sans avoir rien. Ça n'existe pas, ça veut dire qu'il a daigné de le ressentir. On est bien d'accord. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul, je suis ravi de participer à votre émission. Bonjour. Eh ben, on est ravi de vous recevoir et on vous écoute Franck. C'est une hernie linguinale, c'est ça? Inguinale, apparemment. Inguinale, pardon. Voilà, donc il y a peu de temps que j'ai appris que j'avais cette hernie inguinale. Ça fait à peu près, alors j'ai du mal à me situer vraiment dans le temps, je pense 3, peut-être voire 4 ans que j'ai mal, donc on va dire pour situer à l'aine gauche. Voilà, j'avais toujours, alors j'ai une petite bosse sur ce côté, donc à côté
à côté, voilà, au niveau de l'aine, quoi. Et voilà, je laissais traîner. Des fois j'avais mal, des fois j'avais pas mal, tout ça. Bon. Un homme, quoi. Voilà. Et puis comme j'ai toujours peur que ce soit grave, je me dis allez, ça va aller, c'est rien, je fais pas d'examen, ça sera très bien, ça va passer comme c'est venu, etc. Oui, parce que si c'est grave, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux pas le savoir. Il vaut mieux pas le savoir. Oui, voilà, oui, un petit peu dans le déni, ouais. Et il y a 4-5 mois, je me suis fait une grosse coupure au genou. Et donc je me suis fait faire des points, etc. Et ma femme m'a dit, je devais aller voir mon médecin justement pour ça. Elle m'a dit, profites-en pour lui demander qu'est-ce que t'as à l'aine. Donc j'ai fait des examens, je lui ai demandé, il m'a dit on va faire une écho, etc. Et j'ai fait l'écho et il m'a dit c'est une petite hernie inguinale. Voilà, donc j'ai pu mettre un mot sur la douleur que j'avais. Mais voilà, j'aurais aimé avoir la symbolique. Après, j'ai un ami là récemment qui m'a dit ah ouais, mais faut pas laisser traîner parce que t'as, alors je sais pas, l'intestin qui peut passer dedans, tout ça. Alors il m'a fait flipper. Et samedi, j'ai été voir mon ostéo et il m'a dit ouais, mais tant que ça ne gêne pas et que ça fait pas plus mal que ça, si vraiment la douleur se réveille et qu'elle est intense, là oui, il faudra faire quelque chose. Mais tant que ça te gêne pas plus que ça, c'est pas bien grave. Sauf que ça vous gêne quand même puisque ça vous encombre l'esprit. Alors c'est vrai que ça me travaille parce que vu que je suis pas vraiment dans le milieu médical, je ne sais pas effectivement si c'est grave ou pas grave. J'entends un peu tous les avis. Moi, je me fais le mien. Voilà. Après, c'est vrai que ça occupe un petit peu l'esprit. Mais c'est pour ça que j'appuie un peu sur ça, parce que quand il y a quelque chose dans notre corps qui prend un peu beaucoup de place, c'est que quelque part on a quelque chose à comprendre. Enfin, moi, j'interprète ça comme ça. Hein, mais... Oui, bien sûr. Déjà, première chose, il faut préciser ce que c'est. Nous avons au niveau des structures abdominales, sur le bas du ventre, donc autour du bassin, au-dessus de la symphyse pubienne, etc., une sorte de tapis musculaire qui est celui qui contient les organes, qui sont les organes, donc notamment le gros intestin, la vessie et une certaine partie de la structure du ventre. Et ce tapis musculaire, qui est celui qui se contracte ou qui se détend en fonction des fonctions et des moments et des situations dans lesquelles on est, il peut arriver que certaines des fibres musculaires se déchirent. Lorsque ces fibres musculaires se déchirent, c'est un peu comme un tapis qui est sur le sol. Il y a un moment donné où ce tapis va voir émerger un trou. Et les ressentis de douleur que vous avez, ce sont les moments où il y a des fibres qui se déchirent. Ensuite, par le trou vont passer une première partie de ce qu'est les zones abdominales, qui est l'espèce de membrane qui entoure tous les organes, qui va commencer à émerger par cette espèce de petite porte, de petite fente qui s'est produite au niveau de la structure musculaire. Et que tant que ça n'est que ça n'est pas effectivement très très grave. Et la première chose qu'il faut regarder, évidemment, c'est si ça évolue ou pas. Deuxième critère qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est que chaque fois qu'il y a douleur ou qu'il y a tension, eh bien, c'est la signature que la brèche s'ouvre un petit peu. La troisième des choses qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes amené, en fonction des circonstances ou des conseils qu'on vous donnera, à aller vers le fait opératoire, c'est quelque chose qui se fait assez facilement et sans aucun problème, hein, puisqu'on va mettre une espèce de petit filet dans une matière particulière qui va être mis devant cette zone de faille, parce que la structure musculaire ne cicatrise pas. Et qui va contenir le ventre et qui va éviter que ça déborde et que ça aille plus loin. Si on est effectivement dans le regard catastrophique, c'est l'avis qu'on vous a donné. C'est « oulala, attention, l'intestin va sortir », etc. Ça peut être la chose catastrophique. Ce n'est pas obligatoirement ça qui va se produire tout de suite, sauf, et c'est peut-être là qu'on va commencer à trouver la piste, vous continuez à tirer sur la corde, si j'ose dire. C'est-à-dire, peut-être que vous avez instauré un certain nombre de situations et de moments dans votre vie, dans la manière avec laquelle vous avancez sur le chemin de la vie, à avoir tendance un peu à résoudre les choses en force. Et on est en plus là en lien avec cette zone particulière qui est la hanche, c'est-à-dire sur les grands fondamentaux d'appui en lien avec le masculin, avec la masculinité. Donc pour vous, un homme est sans doute quelqu'un qui doit être fort, qui doit tenir les choses en force, qui doit les résumer en force, qui doit avancer sur la vie en force, et qui doit peut-être avoir besoin, et c'est peut-être ça que votre corps vous dit, d'accepter de lâcher un petit peu et de laisser du temps se faire. C'est d'ailleurs pour ça que le genou commence à être concerné. D'accord. Très bien, oui, ça me parle, hein, exactement, c'est un petit peu ce que je pense, oui. Oui, vous n'êtes pas invincible, Franck.
Bon, ça, ce serait mal me connaître. Ben voilà. Mais votre corps vous dit quelque chose qui est important et qui est fort, mais il ne vous crée pas une alarme de risque. Ce que vous avez, ce n'est pas une pathologie grave, c'est quelque chose en revanche que vous pouvez aggraver. Si vous ne faites pas ce qui convient, déjà, ne serait-ce que physiquement, effectivement, votre ostéo a raison, vous surveillez comment ça va et comment ça se passe, mais si vous instaurez un rapport au quotidien dans lequel vous forcez un petit peu moins que vous ne le faites d'habitude, et que vous acceptez de vous appuyer un petit peu plus du côté droit, c'est-à-dire sur votre féminin, sur votre anima, sur votre sensibilité, sur votre douceur intérieure, sur votre créativité, plutôt que sur votre capacité à tenir les choses bien fort, vous pouvez tout à fait vous passer de la nécessité opératoire, mais tout en sachant qu'il n'y a vraiment pas de problème pour ce genre d'intervention. D'accord. Oui, D'accord. et ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que chaque fois que vous avez mal, c'est que quelque part vous avez forcé. Il y a une fibre qui lâche. C'est Oui. comme une corde. Oui, c'est un rapport, oui, comme moi je suis dans un métier très physique, je porte tout le temps du poids, je suis vraiment, un rapport avec la force au quotidien, quoi. Hein. Mhm. Voilà. Donc c'est peut-être là où il faut voir comment vous pouvez gérer votre métier de manière à pas forcer plus que ce que votre corps peut faire. Ça, c'est un peu plus compliqué, par contre. Oui. Ouais, les anciens avaient des ceintures abdominales. Hein. Oui, aussi, ouais. Après, je sais pas s'il faut plus muscler le ventre, je sais pas si ça y fait. Faites attention, là, vérifiez avec votre ostéo si le fait de travailler les abdominaux n'est pas quelque chose qui peut aggraver. Ça dépend tout à fait du type de déchirure que vous avez. D'accord. Oui, mais c'est vraiment. Vous avez eu, je pense que le message que vous donne Michel est très clair. Vous avez très bien compris. Donc, voyez maintenant comment vous pouvez adapter votre corps par rapport à votre métier, par rapport à vous. Peut-être simplement, voyez avec votre ostéo, ou sinon allez voir un praticien shiatsu. Peut-être que vous avez besoin de vous faire simplement recaler votre hanche gauche, qui, parce que vous vous êtes beaucoup trop appuyé dessus, est un petit peu décalé au niveau sacro-iliaque, et qu'à ce moment-là, la structure musculaire ne travaille plus dans le bon axe, et que c'est ce qui fait que ça la fait forcer encore un peu plus. Oui, donc ça tire plus à gauche, et donc forcément, c'est comme un mât qui serait de travers. Vous voyez, Franck ? Oui, je comprends. Par contre, normalement, je force plutôt du côté droit, et c'est bizarre que ce soit le gauche qui est trinqué, quoi, parce que je porte quasiment à 80% toutes les choses du côté droit, quoi. C'est tout le côté droit. D'ailleurs, mon dos en subit les conséquences. Je suis tout le temps à me faire soigner vite fait le dos, mais c'est bizarre que ce soit le côté gauche. Alors, vite fait, c'est peut-être pas utile. Peut-être que vous vous appuyez sur le côté droit parce que vous n'avez pas confiance dans le gauche. Ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça aussi. Ah bah oui, on n'en sort pas, hein, Franck. Bon, en tout cas, laissez mûrir ce que vous a dit Michel Odoul, et puis vous verrez, ça va faire son chemin. Oui, il y aurait juste une petite question qu'à vous poser comme ça, vous y répondrez, mais qu'est-ce que vous avez besoin de prouver à votre père ? Ouf, tellement de choses. Bon, maintenant je pourrais plus lui prouver quoi que ce soit parce qu'il ne fait plus partie de ce monde, mais c'est vrai que j'en aurais tellement... C'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, Franck. C'est pas trop tard. Et puis maintenant, il est temps d'être adulte. Hein. Aussi. N'est-ce pas ? Bon, en tout cas, vous avez de quoi travailler là. Hein. Je pense que ça va faire son chemin. Merci en tout cas, Franck, de votre confiance et de votre appel. Merci beaucoup. Merci. On va faire une petite pause, le temps des infos, bien sûr, et puis on continuera après les infos à répondre à vos interrogations. Oui, c'est toujours intéressant de voir que c'est un petit bobo qui va, qu'on maintient comme ça, et qu'à un moment donné, on peut prendre conscience et puis prendre soin de soi, tout simplement. On dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans un organe quand la conscience le quitte. Il faut comprendre que dans le sens inverse, si de la douleur apparaît dans un organe, c'est pour y appeler que la conscience pour qu'elle y revienne. La douleur du côté de la hanche où il a cette problématique attire son attention vers ça et fait qu'effectivement, il va avoir tendance à aller chercher une compensation. Mais en tout cas, c'est un appel à être vigilant à soi, oui. Absolument. Alors, la petite devinette du jour, moi, ça m'amuse beaucoup, celle-ci. Qu'est-ce que c'est qu'un rodéo sexuel, Michel Odoul, c'est quoi ? Eh bien, vous avez le temps des infos pour éventuellement trouver la réponse. Et puis, si vous aussi, vous avez une petite douleur, ou une grosse d'ailleurs, et que vous avez envie d'avoir un petit éclairage, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Michel Odoul, auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, qui est ressorti en version un petit peu, j'allais dire améliorée. Non, enrichie. Merci. Oui, il y a une 40aine de pages en plus. Voilà, c'est ça. Et vous évoquez donc les nouvelles maladies, parce que évidemment, chaque époque a ses symptômes, forcément, et le corps les traduit. La petite devinette, c'est quoi le rodéo sexuel ? Je suis incapable de répondre, la Brigitte. Eh bien, c'est tout simplement, vous êtes en train de faire l'amour en levrette avec votre femme et vous lui annoncez que vous avez une maîtresse et vous devez rester dessus. Voilà, c'est ça le rodéo sexuel, n'est-ce pas ? Ah oui. Vous êtes d'accord ? Oui, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Bonjour Emma. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Je suis ravie de m'entretenir avec vous deux. Michel, ça fait très longtemps que je vous suis, depuis nombreuses années avec les livres et Internet. Oui. Ma question, elle est plus au niveau des émotions, des peurs, de la culpabilité qui, chez moi, a été vraiment autodestructrice, puisque j'ai eu très longtemps des conduites à risque avec des accidents successifs. Et bien sûr, maintenant, des stigmates avec des douleurs. Donc, bien sûr, mon corps, il parle, mais il y a aussi donc, les conséquences des émotions. Et cet accident que j'ai eu vers 20 ans, j'étais en réanimation, j'ai failli mourir à l'hôpital. Et je venais de quitter mon amoureux, qui était très accepté dans la famille. Et voilà, et 3 mois après, j'ai eu un accident de moto et avec... le foie touché, le lobe droit, on m'a enlevé entièrement, et le rein droit également. C'est mon premier accident. Excusez-moi, je vais changer de pièce parce qu'il y a mon chien qui fait des siennes. Et l'animal qui crie en vous ? Oui, exactement. Ça doit être ça. Et donc j'étais quelqu'un en colère, sûrement très en colère, un peu révolutionnaire, hypersensible. Et j'avais du mal à accepter, à lâcher prise. Donc je pense que j'ai provoqué cet accident avec le recul. Puisque j'étais toute seule sur une moto, avec mon nouveau copain derrière, et j'ai dû m'agripper à la moto, et voilà, je suis restée entre la vie et la mort pendant pas mal de temps. Après, j'ai eu aussi des conduites à risque, puisque j'ai eu plusieurs accidents j'étais assez sportive, donc de vélo, de ski, où j'ai eu mon premier genou, je voulais dire, c'est quand même, j'ai subi une ligamentoplastie à mon genou gauche. Et puis après, ça a été au genou droit. Voilà. Donc c'est quand même tout le côté droit au départ qui a été touché avec le rein. Lors de l'accident de moto, oui. Voilà, le rein et le foie. Bon, là, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai toujours essayé de réparer un peu mon enfant intérieur, d'accepter, de lâcher prise, parce que le genou, c'est aussi l'acceptation, comme vous le dites, et lâcher prise. Qu'est-ce que vous avez essayé d'accepter ? Accepter que j'étais quelqu'un d'hypersensible, différent peut-être de ma famille, qui était, ils étaient très, comment dirais-je, cartésiens, et moi j'étais un peu, je cherchais toujours des réponses et surtout une demande peut-être d'amour excessif, quoi. Donc j'ai accepté que j'étais différente des autres, et puis essayer de m'aimer, en fait, c'est ça, c'est l'amour. Moi, ce que j'entends là, c'est beaucoup de choses qui sont données par le cerveau, et c'est très intéressant, et ça montre une certaine intelligence, une certaine acuité. Mais en général, moi, quand je reçois ou je recevais plutôt, parce que aujourd'hui je ne reçois plus en consultation, mais quand je recevais en consultation et que j'avais des gens qui me répondaient comme vous le faites, c'est-à-dire en ayant lu beaucoup de choses, en ayant compris un certain nombre de choses, parce que ce que vous dites n'est pas faux. Je leur disais que j'étais content de savoir ce que leur cerveau leur disait, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait un cran plus bas, c'est ce qui s'appelle le cœur. C'est-à-dire quel est le champ émotionnel profond. La difficulté, elle est toujours dans le fait d'aller chercher la véritable source, la véritable origine des choses.
il serait intéressant peut-être de s'interroger pourquoi vous avez eu ces conduites que vous dites à risque, qui en fait étaient des comportements de garçons. Voilà, j'avais 3 frères, ouais. Et j'avais l'impression que mes frères m'aimaient pas. C'est vrai que j'étais la dernière, j'étais un peu jalousée parce que j'étais la préférée de ma grand-mère, parce que j'étais la seule fille. Il y a tout un contexte là-dessus aussi. Oui. En même temps, vous avez quand même été attaqué dans votre foie et votre rein droit, hein, donc il y a quand même quelque chose de... Et ça, je suppose que le symbolique ne vous a pas échappé. La symbolique est très forte. Le foie, c'est quand même la colère. C'est pas que ça. Rein... C'est pas que ça. Hein. Le foie, l'émotion qui est associée au foie, c'est la colère. Et je pense que vous avez une énorme colère vis-à-vis de vous-même. Mais la première chose fondamentale qui est associée au foie, c'est la capacité à répondre à une question centrale qui est qui suis-je ? Voilà, ouais, le foie est l'organe qui porte l'identité. C'est l'organe qui libère les équivalents de sucre dans le sang pour permettre le mouvement et l'action. C'est-à-dire que c'est l'organe de la naissance et de la renaissance. C'est l'organe du démarrage, c'est l'organe de l'impulsion, celui de la créativité et de l'imagination. C'est celui qui donne la confiance d'entreprise, etc. Et quand cet organe développe toute sa puissance dans le fait qu'on va provoquer les éléments de la vie, et c'est ce qu'on trouve derrière les conduites à risque, on est véritablement, effectivement, sans doute dans une phase de vie où on a du mal véritablement à répondre à la question « qui suis-je ?» Et le rein... D'autant qu'elle venait de quitter son amoureux juste avant l'accident. Et qu'il y avait le deuxième derrière. Et qu'il y avait le deuxième derrière. Donc on voit bien que quelque part, là aussi, il y avait une difficulté à accepter d'être aimé. Enfin. Voilà. Mais et c'est là où le rein droit va venir parler. Parce que le rein droit va venir parler. Et c'est là que la question de ces deux amoureux devient éclairante. C'est que les reins, ce sont les structures profondes, les références profondes qu'on a à soi. Et le côté droit, c'est le féminin. Et c'est que sans doute l'image du féminin et de la femme qui était le vôtre était une image sans doute qui était pervertie par l'idée que c'était peut-être le fait de, 1, être libre en n'étant pas prisonnière d'un homme, 2, de se rassurer sur son féminin dès qu'il y en a un qui est parti, je le remplace par un autre. Et que c'est dans cette escalade-là qu'à un moment donné, l'accident de moto est arrivé. Et qu'il y a sans doute besoin de reconquérir et de pacifier l'image que vous avez de ce qu'est être une femme, de ce qu'est le féminin. Exactement. C'était la question que je voulais vous poser. Quelle femme vous êtes finalement, Emma ? En fait, j'avais du mal à me positionner effectivement en féminité parce que j'avais une mère qui n'était pas du tout coquette. J'étais dans un monde de garçons, donc j'essayais de me défendre aussi, quoi. Donc j'étais assez sportive, donc j'avais du mal à découvrir ma féminité. Mais par contre, j'avais toujours besoin de reconnaissance parce que j'avais toujours des petits copains facilement, quoi. Donc oui, bien sûr. Mais vous savez, se battre pour incarner ce qu'on n'est pas, ça fait mal. Ouais, et je me suis fait beaucoup de mal en fait tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Que je répare puisque je fais. Oui. Mais oui, mais c'est une conduite plutôt masculine quelque part. La moto, c'est le symbole plus masculin que féminin. En fait, c'était la première fois. En fait, l'espace. Mes parents qui étaient médecins et qui voulaient se rappeler d'études de médecine, qui venaient d'acheter la Vespa et je l'ai prise. J'avais jamais fait de moto de ma vie, donc j'allais trop vite dans un chemin de campagne et voilà, je me suis agrippée à la moto, quoi. Donc il y a un symbole aussi là-dessus avec mes 2 parents, quoi. Parce que mais là, vous voyez, vous êtes en train à nouveau d'être dans du factuel. Il faut, je pense que bon, vous l'avez dit, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes, mais la sensibilité, ça peut devenir une force. Mais il faut l'accepter et la vivre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous vous regardez dans une glace le matin ? Maintenant, je me suis quand même, je me suis réparée. Vous ne répondez pas à la question. Exactement. Vous là. Bien à l'esprit que je suis une combattante et voilà. C'est débordant de féminité, ça. Et je m'accepte en tant que femme. C'est-à-dire Est-ce que, en tant que femme, vous avez besoin d'être protégée ? Oui. Ouais, j'ai toujours eu besoin de protection. Une combattante ? Il faudrait savoir. Combattante, mais... Voilà. Non, mais c'est juste, voyez, vous venez de toucher le masque du doigt.
Voyez votre contradiction. Hein. Oui. Elle est là. Oui. Accueillez ce besoin. Ne le fuyez pas. Reconnaissez-le. Ah oui, je reconnais, oui. Bien sûr. Je me bats aujourd'hui pour que mon mari soit un peu plus... Vous avez raison de vous battre. C'est exact. C'est très féminin, ça. Continuez. Soyez une combattante. Non mais, voyez Emma, c'est là où vous avez un paradoxe vous êtes en train d'en rire d'ailleurs. Voilà, mais regardez-le, mais c'est très bien ça. Voilà, regardez-le, amusez-vous-en, et puis petit à petit, ça vous permettra d'accueillir et d'accepter ce que votre cœur a envie de vous dire depuis un certain temps. Il a déjà en tout cas envie de vous dire, et c'est pour ça que vous avez appelé. Bon, maintenant il est temps de s'arrêter. Emma, on peut être une femme libre, forte, bien sûr, et laisser sa sensibilité et appuyer sa tête contre l'épaule d'un homme et le laisser croire qu'il est plus puissant que nous. Oui. Pourquoi lui laisser croire, Brigitte? Mais parce que ça se joue pas au niveau de la puissance. Mais bien sûr, évidemment. C'est tout. Et puis si on laisse croire à l'autre qu'il est plus puissant, ça veut dire qu'on a lâché la puissance, justement. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, Emma? Bon. Oui. Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot, et puis il y a toujours du boulot, quoi, en fait. Oui. Il y a du boulot. Quand on est plus âgé, il y a encore du boulot. Oui, mais sinon, il n'y a pas de raison de vivre s'il n'y a plus de boulot. Oui, voilà, il faut des objectifs. Oui. Il faut avoir des combats à mener. Ah oui, ces combats, c'est de l'acceptation. De l'acceptation et du lâcher prise. Moi, mon souci, c'est le lâcher prise, peut-être aussi, gros. Ça, c'est assez bien partagé, vous savez, ça part malheureusement la plupart des individus. Parce que nous sommes tous insécures et donc nous avons tous besoin de tenir et de maîtriser. Je rappelle toujours que l'opposé du lâcher prise, c'est évidemment le contrôle. Et pourquoi on contrôle? C'est parce qu'on a peur. De quoi avez-vous peur? C'est la question peut-être à laquelle il faut... Derrière, il y a plein de peurs, c'est ça. Oui, bien sûr. Avec le contrôle, Mais on est tous plein de peurs et c'est ce qu'il faut arriver à accepter, nos peurs, et à partir de ce moment-là, on peut avancer. Mais vous avez visiblement quand même quelques atouts pour vous permettre de comprendre vos peurs et de vous protéger de vos peurs. Merci, Emma. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, quels que soient vos mots du corps. On vous écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Je précise, si vous voulez trouver un praticien, merci, de Shiatsu, on peut aller sur votre site. www.shiatsu-institut.fr. Voilà, comme ça vous êtes sûr de trouver quelqu'un qui aura été formé par Michel Odoul. Et donc c'est quand même... une petite sécurité En tout cas, c'est vrai que les praticiens que je référence sont des gens que je vois régulièrement, au moins une fois par an, pour le maintien à jour des compétences, qui sont des gens qui sont officiellement déclarés, installés, etc. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre la responsabilité des gens qu'on référence, évidemment. Ça me paraît, ça devrait être partout pareil, mais enfin en tout cas, je sais que chez vous, c'est comme ça. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors vous avez des problèmes d'hémorroïdes, c'est bien ça? C'est ça. En fait, j'écoutais votre émission hier justement sur la bisexualité. Moi, c'est quelque chose qui... En fait, en préambule, je sais m'écouter suite à un accident, une péricardite que j'ai fait quand j'avais 30 ans, qui était lié en fait à un excès de stress. Parce que sur le moment, à 30 ans, vous faites une péricardite, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Puisque c'est les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque, techniquement. Donc ça m'a fait bien peur et j'ai quand même pris conscience de beaucoup de choses. Donc pour s'écouter, il faut aussi avoir, je pense, une maturité. Parce qu'à 30 ans, vous êtes immortel et en fait, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Donc, oui, c'est assez juste. C'est généralement après un premier grand problème dans le corps qu'on commence à comprendre que nous ne sommes pas invulnérables. C'est vrai. Oui, ça peut être sur soi ou ça peut être sur un proche. Oui, c'est exactement ça. Moi, c'est vrai que sur les proches, vous regardez ça d'un œil extérieur, donc c'est vrai que vous vous dites toujours, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être la fatalité, c'est peut-être... Quand ça vous arrive à vous et que finalement on sait que ça découle d'un problème psy, croyez bien que ça recadre, ça remet bien les pendules à l'heure et ça vous recadre bien quand même sur ce qu'est la vie. C'est vrai. Voilà. Donc du coup, au final, c'était une bénédiction ce truc, parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Bref, moi j'ai un
j'ai, je pense, en moi et depuis toujours, je pense une bisexualité. J'ai toujours été attiré par le sexe homme, mais pas le corps homme. Alors c'est un peu c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'avoir des relations homo. Alors c'est vrai que c'est... Oui, vous êtes attiré par le pénis au sens profond du terme. Ouais, okay. Mais pourtant je suis hyper hétéro, quoi. C'est-à-dire je supporte pas le corps d'un homme. Enfin, j'aime pas le corps d'un homme. En fait, physiquement, ça m'excite pas du tout. Et je suis extrêmement hétérosexuel pour tout ce qui est femme. Et c'est vrai que j'ai cette part de bisexualité, en fait, dans le sens d'être pris, dans le sens d'être dominé. Enfin, voilà. Et c'est vrai que depuis un moment, je pense que c'est quelque chose qui est un peu refoulé chez moi, parce que et par mon job et par ma place de père de famille et par ma place dans la société, tout simplement, c'est que c'est compliqué de mettre ça en avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est refoulé. Et depuis un mois, 2 mois, enfin c'est quelque chose qui est récurrent. J'ai des hémorroïdes en fait assez récidivants. Et je me suis demandé, étant donné que vous étiez là et que j'écoutais l'émission, Michel, je me suis dit, est-ce que ça peut être lié à un problème psy? Enfin, est-ce que ça peut être lié? Est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet entre cette irritation, on va dire régulière, et ce fantasme que vous n'osez pas passer à l'acte? Que j'ose pas. Enfin, sur lequel vous retenez. Oui, voilà, exactement. Et c'est exactement ça, sur lequel je me retiens. Voilà. Quand on se retient et qu'on est gêné ou qu'on a peur, qu'est-ce qu'on sert? Oui, tout à fait. C'est ça, on serre les fesses. Voilà. Et sauf que si vous voulez, quand on contracte une zone articulaire et qu'on bloque les énergies pour que les flux ne circulent plus dans cette zone-là, ça se traduit par de l'arthrose. Sauf que dans la zone recto-anale, il n'y a pas de structure dure et osseuse. On est dans des tissus mous. Et quand les tissus mous se rétractent, eh bien, ce que ça empêche de circuler, c'est le sang. Et donc la zone corporelle, elle parle très principalement, bien entendu, de la zone dans laquelle vous mettez une focale en lien avec la problématique qui est la vôtre, et dans l'interdit et la retenue que vous y mettez. On trouve les hémorroïdes, on évoquait à un moment donné la question de la constipation, on retrouve les hémorroïdes sur des terrains qui sont les mêmes que ceux de la constipation, c'est-à-dire des personnes qui sont en surmaîtrise par rapport aux choses, soit par besoin d'être parfait, de bien faire, soit par besoin de maîtriser ou de gérer quelque chose, soit par interdit à éliminer ou évacuer une tension qui existe. Et vous, bien entendu, vous avez déjà identifié la raison, on va dire, psycho-émotionnelle qui est associable à ce que vous vivez. Il faut laisser recirculer de la vie dans cette zone corporelle. Et peut-être qu'un des biais, c'est quand je vous entends dire, concernant cette envie ou cette pulsion que vous pouvez ressentir, j'ai du mal à le mettre en avant. Mais qui a besoin de mettre ça en avant ? Personne n'a besoin de mettre ça. Derrière. Oui, surtout que c'est derrière. Mais qui a besoin de mettre ça en avant? Ça concerne vous, votre vie privée, etc. Pourquoi le mettre en avant? Oui, Qu'est-ce que vous avez besoin de prouver, ou sur quoi avez-vous besoin de justifier quelque chose par rapport à ça? Absolument pas. Oui, absolument rien. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est quand même refoulé. Non mais Sylvain, c'est ça la question. Sylvain, il est évident que, et c'est pour ça que l'émission d'hier vous a parlé, c'est évident que c'est pas encore rentré dans tout le monde ne peut pas comprendre ce désir, mais vous n'êtes pas responsable de votre désir. Ah non, et puis c'est pas contrôlable, faut être clair. C'est la preuve que si, puisque vous le contrôlez. Oui. Le problème, c'est que quand on met un frein quand même à des pulsions qui sont non maîtrisables, parce que non contrôlables, le problème, c'est que ça induit après des pathologies derrière. Ma péricardite, c'était exactement ça. C'est juste que mon corps en fait me prévenait, il m'a mis un stop. J'ai pas envie, en fait, si vous voulez, je vais vraiment profiter de la présence de Monsieur Odoul pour ça, parce que concrètement, j'ai pas envie que cette retenue, et que finalement, ça me travaille depuis quand même quelques semaines là, et je me demande en fait s'il n'y a pas un lien de causalité. Et c'est vrai que votre émission, elle est tombée pile en fait, comme à chaque fois en fait. Elle tombe pile, voilà. parce que vous étiez prêt. Vous savez, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Oui. Restez avec nous, on va vous reprendre, Sylvain, parce qu'on va pas vous laisser comme ça dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous retrouvons Sylvain qui est avec nous, Michel Odoul. On a compris, il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher et qui pourtant est fort. Le désir est fort. Sylvain, donc vous aviez de toute façon à peu près compris, avant même d'écouter la réponse de Michel Odoul. Tout à fait. Après, quand Michel a décrit finalement tout ce que je retiens dans les trois qu'il a décrits, finalement c'est trois traits de mon caractère. C'est-à-dire que je suis dans la maîtrise absolue de tout ce qui se passe autour de moi, parce que déjà je travaille énormément et que j'ai aucune minute finalement à accorder à une non maîtrise de quoi que ce soit. Et c'est vrai que vous êtes en fait, et puis moi j'ai quelques problèmes à la maison aussi, donc en fait je suis vraiment dans un essai de maîtrise de tout, et donc oui, je serre les fesses d'autant plus que pour tout faire rentrer dans un laps de temps qui est défini à la base, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est, je pense, une problématique en fait à plusieurs étages au final. Parce que mais quand on fait rentrer les choses, il faut aussi parfois les faire sortir. C'est ça. Oui, mais au-delà du jeu de mots, à nouveau, je le disais déjà tout à l'heure à quelqu'un, le méridien du gros intestin en médecine traditionnelle chinoise, c'est celui sur lequel on traite les problématiques de lâcher prise, les problématiques de la détente, et pas simplement psychologique, c'est-à-dire qu'on traite aussi les crampes et les contractures sur ce méridien-là. Or, si j'osais dire, vous avez une contracture anale. C'est-à-dire quelque chose qui fait que c'est tellement serré là, et à nouveau, les raisons, on les a évoquées et tout ça, mais que le flux de vie ne peut plus y circuler. Et la dernière des composantes qui est associable justement aux hémorroïdes, telles que vous les évoquez, c'est que les hémorroïdes, ça concerne le retour veineux. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose qui est en lien avec le cœur, mais pour lequel on n'a pas eu de retour. C'est-à-dire on ne sait pas comment faire pour que on puisse en faire quelque chose et en bénéficier un peu. Et donc cette absence de retour, qui peut se traduire pour d'autres situations à travers les phlébites et à travers les varices au niveau des jambes, quand ça se situe au niveau des hémorroïdes, c'est qu'on a investi, on a beaucoup voulu, on a eu envie de beaucoup de maîtrise de choses comme ça et tout, mais il y a un pan de soi-même qui est celui de la manière avec laquelle on accueille la vie et on la laisse circuler en soi, où il n'y a pas ce retour. Et c'est un pan de vous-même qui est presque au stade du déni, même s'il est conscient, qui est ce refus d'accueillir ces désirs qui vous dépassent. Alors moi, est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose d'un peu violent, Sylvain ? Vous êtes prêt à l'entendre ? Je suis plus à ça près avec vous, de toute façon. Mais sur les années que je vous appelle, avec ce que j'ai ramassé, c'est bon, vous pouvez y aller. Je sens venir le pire. Écoutez, peut-être qu'un bon coup de bite, ça va lâcher les choses. Oui, mais je suis. Non, mais c'est pas violent. Encore une fois. Mais encore une fois, c'est ce que ça signifie symboliquement qu'il faut que vous compreniez. Dans ce que je viens de dire. Ah oui, puis en allant au bout de ça, là, on n'est pas. Vous en avez plein. Exactement, on en a plein. Vous voyez, c'est pas sur le plan réel qu'il faut entendre ce que je viens de vous dire. C'est sur le plan symbolique. Et je crois que c'est vraiment, si vous arrivez à comprendre ce que ça signifie sur le plan symbolique, vous n'aurez plus d'hémorroïdes. Après que vous arriviez ou pas à vivre votre désir, on s'en fout. Mais au moins, ce sera plus quelque chose de totalement impossible parce que trop risqué par rapport à ce que vous pensez de vous-même, parce qu'au fond, quelque part, votre désir, je vous l'ai dit et vous l'avez compris, vous n'en êtes en rien responsable, mais il parle de vous, et c'est cette partie de vous qu'il faut accepter. Allez accepter au fur et à mesure du temps, en fait. Non, elle n'est pas acceptée, sinon vous n'auriez pas tout bloqué. Si vous voulez, mais si vous voulez, ça reste quand même super complexe parce que j'ai une vraie répulsion pour le corps de l'homme. C'est-à-dire que concrètement, vous savez, quand vous êtes... oui, mais ça, c'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence, ça. C'est ne vous laissez pas... on est bien d'accord. Et du coup, mais du coup, ça rentre en fait, si vous voulez... Il y a des fois, j'ai très envie d'aller rencontrer un homme, surtout maintenant avec les applis, c'est extrêmement facile d'avoir des rencontres assez, entre guillemets... Mais Sylvain, excusez-moi, mais ça marche pas. C'est pas à moi que vous allez faire croire ça. Vous avez une répulsion du corps de l'homme, comme ça, vous ne pouvez pas y aller. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Non, pas du tout, ça m'empêche pas. Mais si. Non, ça m'empêche pas. Défendez-vous encore plus. Non, mais j'y suis déjà allé, donc c'est pas le problème. Ce qu'il y a, c'est que ça matche pas. Écoutez, on va vous dire les choses un peu plus loin, symboliquement parlant. C'est-à-dire qu'au plus profond de vous-même, il va falloir que vous vous interrogiez sur ce qu'est l'image du masculin et du père qui est en vous et jusqu'où vous acceptez de vous laisser pénétrer par lui. Voilà. Ça suffira de comprendre les choses sur le plan symbolique pour vous libérer de quelque chose, Sylvain.
Parce que c'est une vraie souffrance qui est la vôtre. Donc, quelque part, vous avez, entre guillemets, si j'osais, allez, je vais forcer moi aussi l'image, vous en avez vraiment plein le cul de la situation et il est temps que quelque chose soit compris et change. Et par rapport à ça, il faut vraiment que vous fassiez la paix par rapport à ce qui est la première représentation du masculin, qui est l'image du père, et la manière avec laquelle celui-ci a le droit d'intrusion ou non. Dans quelle mesure cette intrusion, elle a existé ou non. Et dans quelle mesure il y a une espèce de jouissance qui est recherchée derrière cette intrusion. Je ne sais pas si on peut mettre le père, honnêtement. Symboliquement. Symboliquement, oui, ok. Mais je pense que c'est plus aussi lié à un ensemble de choses de maîtrise et de oui, effectivement, je pense que j'en ai plein le cul de beaucoup de choses en fait. Je crois que c'est ça. Oui, non, mais on est bien d'accord. Je crois que de toute façon, la clé, elle est là. Et c'est vrai que même, et après le problème, c'est que des fois, c'est pas facile de c'est jamais facile de vouloir être à la fois le fils et le père en même temps. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais vous avez, écoutez, on vous a dit beaucoup de choses. Vous avez tout à fait la capacité à faire avancer la compréhension des choses en vous pour vous libérer justement. Ça pourrait aider d'aller voir quand même quelqu'un qui est du shiatsu, là, justement, pour essayer de libérer un peu les énergies, même si ça avance de l'autre côté. Sur le plan énergétique et sur le plan physiologique, ça c'est une évidence que ça va vous aider. Ça va permettre de faire relâcher les tissus, ça va permettre de relibérer de la circulation. Si le praticien connaît son travail, il va aller travailler les points d'acupuncture qui correspondent avec ça. Il pourra vous donner quelques messages très précis, il vous donnera éventuellement des conseils alimentaires, parce que dans des situations comme les vôtres, il faut éviter ce qui est épicé. Enfin, il y a un certain nombre de conseils qui peuvent être donnés. Bien sûr, ça oui, là, ça peut vous aider. Je ne sais pas s'il sera en capacité de vous aider à aller, si j'osais dire, au fond du problème, dans ce qui est la symbolique forte de votre vie, qui, j'en ai l'espèce de sentiment, remonte à très loin. Mais ça peut déjà de vous aider, parce qu'en libérant le corps, parfois, ça réouvre des portes à l'esprit. Et donc, de toute façon, ça vous fera pas de mal. Voilà. Il peut y avoir des rêves qui émergent, plein de situations qui... Oui. Ça ne peut que vous faire du bien, de toute façon, donc n'hésitez pas. Ça va. Merci beaucoup. C'est nous, merci. Merci à vous. Sylvain. Merci. On continue avec Marlène qui est avec nous. Bonjour Marlène. Donc Marlène, pardon, c'est le jouet. Je suis bon, c'est pas du tout pour mettre dans la zone anale, c'est pour le clitoris. Ce jouet, c'est un stimulateur classique de Marilyn. Qu'est-ce que ça m'agace, ça, cette marque de jouet où on utilise l'image de Marilyn Monroe. Vraiment, ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça. C'est de la marque Marilyn, donc, et c'est un womanizer. On commence dans cette émission à connaître ce que c'est qu'un womanizer. Et on le retrouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Michel Odoul, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, donc je vous montre ce que c'est. Je ne suis pas compétent. C'est quelque chose qui fait un peu ventouse et que l'on pose sur la vulve pour exciter le clitoris. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Alors tout d'abord, vos émissions sont des pépites et surtout j'adore celle de Monsieur Michel Odoul que je réécouterai parce que ça fait beaucoup résonance en moi. Enfin bon. Merci, vous me flattez. Non, c'est sincère. C'est sincère. Ouais. Pourquoi prendriez-vous ça pour de la flatterie Seriez-vous devenu trop modeste? J'en suis flatté. Voilà, c'est pas pareil. Alors moi, c'est un peu, ça a été un vrai challenge pour moi parce que je vais l'avouer à l'antenne et puis je pense que je vais pas en avoir honte et je pense que ça fait partie de tout un travail. Même si j'ai 45 ans, finalement, c'est le deuxième jouet de ma vie. Et pourquoi vous auriez honte? Donc, parce que pour moi, plutôt dans l'émission, si on vient parler des jouets, c'est plutôt qu'on est une experte. Moi, je suis pas du tout une experte. Je suis une toute débutante. C'est bien. Ouais. Et ça a été. Vous savez la chance que vous avez parce que vous êtes au début du chemin et vous avez un super chemin à parcourir. Vous voyez? Ouais. Donc c'est chouette ça. Et pour moi, il était très chouette parce que, comme j'ai subi l'inceste, c'est quand même compliqué. Et notamment, j'avais beaucoup de mal, j'arrive pas, par exemple, j'ai jamais réussi j'ai même du mal à le dire, mais il faut que je le dise. Pour moi, une pénétration avec des doigts, c'est impossible. Et en fait, là, ce jouet, ce womanizer, il est déjà très doux au toucher, donc c'est très agréable.
Ensuite, il a une forme aussi qui s'épouse bien dans le creux de la main. Donc déjà jouer avec ça en fait, avec d'abord cette sensibilité, cette sensorialité du toucher, de prendre dans la main en fait, d'un petit peu l'apprivoiser en fait. Et ensuite, il fait des vibrations un petit peu avec de l'air, donc ça donne un petit air frais quand même. Et il n'y a pas de pénétration. Donc c'est juste au-dessus et ça permet en fait d'avoir un contact entre la main et sa vulve finalement en douceur. Donc pour moi ça a été magique un petit peu et en fait je crois que c'est la première fois que j'ai eu un orgasme comme ça. Je suis désolée pour mon mari. Non, mais écoutez, c'est bien, c'est un début. Hein. Vous savez, c'est parce qu'on a soi-même eu un orgasme que peut-être ensuite on pourra l'obtenir avec quelqu'un d'autre. Hein. Je crois qu'il faut vraiment que les femmes l'entendent encore et encore. Hein. Tant qu'on ne connaît pas son corps, tant qu'on n'a pas on n'a pas lâché avec son propre corps, c'est difficile de lâcher avec l'autre. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que c'était important d'abord j'avais l'impression de me découvrir, je pense, comme une adolescente que je n'ai pas pu faire. Et que c'est important de se découvrir soi-même par une sorte de sensualité pour aller vers une sexualité et pour aller après vers l'autre. Et qu'après, en fait, c'est encore plus beau et plus fort avec l'autre, mais c'est d'abord apprendre à ressentir par soi. Et voilà. Mais vous savez, Marlène, vous avez parlé de votre inceste. On vous a pas laissé, enfant, découvrir votre corps. On vous l'a pris. On vous a imposé quelque chose. Généralement, c'est l'enfant qui, tout doucement, à un moment donné, va découvrir son corps et va se faire plaisir. Vous, il y a eu une infraction. Et je suis ravie si, grâce à ce jouet, il y a quelque chose qui s'est un petit peu réparé. Il y a quelque chose qui se débloque, oui. Après, la seule chose que je pourrais en fait, qui m'a un petit peu... c'est bizarre par rapport à... Donc la boîte, elle est magnifique et tout ça. Donc pourquoi Marilyn Monroe, je me suis demandé. Alors après, je suis allée voir, ils disent parce que... Mais peut-être que parce que c'était Marilyn, ça vous a aidé. Hein. Allez savoir. Peut-être que c'est parce que ça vient de ma part, que ça vient de la part de Marilyn, que vous êtes autorisé. Vous savez, parfois, l'inconscient, il a des mystères. Et après, c'est le truc qui me dérange, en fait, il y a une petite pochette qui est alors en coton bio. Mais j'aurais plutôt mis quelque chose en soie, en fait. Un soie dans le rose poudré et qui soit plus doux, plus féminin et même au toucher, en fait. Vous avez raison, elle est pas belle la pochette. Et elles sont pas bon. Et ça va pas du tout avec, quoi. Vous avez raison, j'avais pas encore ouvert, mais c'est vrai que franchement, c'est pas beau. Et parce que bon, c'est où je suis ok, la mode du bio et tout ça, mais la soie aussi, c'est naturel, quoi. Et donc, voilà. Vous avez raison. C'est une critique tout à fait justifiée. Bon, enfin, quand même, il est pas mal, ce stimulateur Marilyn Womanizer. Hein. J'aime beaucoup. Donc, il y a 10 niveaux de puissance. Bon, moi, les premières me suffisent largement, pour l'instant. Il y a 2 embouts qui se changent. Donc, la taille, par contre, elle est légèrement, j'arrive même pas à trop voir la différence de taille. Apparemment, il est aussi waterproof. Ça, j'ai pas pu l'utiliser parce que je prends pas de bain. Et sous la douche, j'ai pas utilisé, mais après, voilà, il a une forme. Non, mais sous la douche, c'est pas le genre d'objet qu'on utilise sous la douche. Il faut s'allonger et profiter de l'objet. Non, mais il est très bien. Hein. C'est un objet qui est très bien, comme beaucoup de womanizer. Quelle note vous lui donnez, Marlène ? Comme moi, je suis par la symbolique le 8, parce que le 8, il a cette énergie qui circule un petit peu. Et que c'est l'infini. C'est une porte, voilà. C'est une porte vers autre chose, voilà. Eh ben, on est ravis de vous avoir entendu, Marlène, et je suis ravie pour vous. 8 sur 10 pour ce stimulateur classique Marilyn Womanizer que l'on retrouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com si vous avez envie de l'essayer ou de l'offrir peut-être à votre partenaire. On fait une petite pause et puis on a beaucoup d'appels, c'est normal parce qu'on a eu des témoignages émouvants, donc du coup ça libère beaucoup de choses évidemment, Michel Odoul. Bon, oui. On ne va pas donner la parole à tout le monde, mais on va de toute façon vous retrouver dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul. Je rappelle le titre de votre livre, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, dans lequel évidemment on peut trouver beaucoup de réponses. C'est pas toujours simple parce que vous parlez beaucoup de manière symbolique et c'est vrai que c'est pas toujours aussi facile que ça à décoder ses propres mots du corps, parce que justement, si le corps parle, c'est que quelque part on n'a pas tout compris. Eh oui. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Allez-y. Donc, écoutez, j'ai le même problème que la dame tout à l'heure. Donc, je vais pas m'éterniser. Que Karine, qui a des problèmes, qui avait des problèmes de constipation. Depuis l'âge de 4 ans. Et je n'ai jamais remis un événement particulier. J'avais mal au ventre, je me souviens, et je rentrais à 4 heures à la maison parce que j'avais mal au ventre à 4 heures. Et puis, je vais bientôt avoir 50 ans et je fais un travail sur moi, je mange bien, j'ai l'impression de faire plein de choses qu'il faut. Et de les faire bien. Oui, oui, c'est important de faire les choses bien. Non, mais de manger des fibres, etc. Mais oui, voilà. mais oui. Tout ça, c'est bien. Et déjà, dès l'école, dès toute petite, vous faisiez les choses bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Pourtant, avec un prénom comme ça, Sophie. Mais ce que je comprends pas, c'est que je n'ai pas l'impression d'être dans le déni de tout ça. Mais maintenant, donc moi, hémorroïde, comme le copain là de tout à l'heure aussi. Et puis maintenant, je travaille auprès d'enfants. Et maintenant, c'est sonore, quoi. Ça veut dire que je peux pas courir ou rigoler aux éclats sans que mon corps parle aussi, quoi. Que je pète, disons les choses, voilà. À force de se retenir, il y a des choses qui pètent. Mais je suis pas dans le déni, j'ai l'impression de pas être dans le déni. Mais personne vous a dit que vous étiez dans le déni, on vous a juste dit que vous étiez dans la surmaîtrise parce que vous voulez être parfaite. Et on vous a dit d'être parfaite, enfin je veux dire, vous avez intégré cette injonction il y a longtemps et elle est tellement inscrite en vous que vous n'arrivez pas, si vous voulez, sur le cerveau limbique, vous n'arrivez pas à la comprendre tellement elle a été inscrite dans votre cerveau intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai ma mère qui était dépressive, je crois que j'ai pris le rôle de la maman. Et donc, j'ai l'impression que je dois être la maman de ma mère. Mais c'est possible. Donc en fait, je peux pas lâcher, même avec mes enfants, je peux pas. Pourquoi vous dites je ne peux pas? C'est impossible. Pourquoi est-ce que vous dites je ne peux pas? Qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez, Sophie? Eh ben, tout irait mal. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui irait mal? Votre mère serait décédée si vous aviez lâché? Peut-être. Ce serait donner la mort, peut-être, oui. Vous êtes sûr de ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est votre croyance. Oui. Oui, parce qu'elle a jamais fait de tentative. Mais elle avait eu des attouchements petites et c'est vrai que elle a 73 ans maintenant, elle est toujours dépressive avec une ataxie cérébelleuse. Elle est en fauteuil roulant. Voilà, son corps parle, elle aussi a beaucoup parlé. Et puis j'ai l'impression que je dois porter. Qui est-ce qui a mis au monde l'autre? C'est elle qui m'a mis au monde. Vous voyez bien. Donc il y a un moment peut-être, il faut mettre les choses à leur bonne place. Ouais. C'est très bien que vous vous occupiez de votre mère et que vous fassiez ce que vous avez à faire. C'est aussi, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais le devoir des enfants, à un moment donné, de respecter ceux qui leur ont donné la vie et qui leur ont permis de grandir, aussi bien que possible, parfois de temps en temps, pas obligatoirement de façon parfaite. Là où le problème commence à émerger, c'est quand on se surinvestit dans ce rôle-là et que ça devient le centre de notre vie ou que ça devient la chose sur laquelle, comme vous le disiez vous-même, je ne peux pas lâcher. Il faut savoir que ce terme de pouvoir, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le pouvoir que vous vous imposez peut être aussi celui qui peut vous libérer. Les limites que vous posez, ce ne sont que les vôtres. Et posez-vous vraiment la question de savoir, mais quelles conséquences ça aurait ? Personne ne vous dit qu'il faut que vous deveniez une faux-folle qui se met à gambader dans les rues et à abandonner tout le reste.
pas de ça dont il s'agit. Et puis, on peut imaginer, encore une fois, certainement de manière inconsciente, mais que votre mère, elle en a joué de ça. Ah oui. Je suis à 900 km, je m'occupe d'elle, mais ça n'a rien fait les kilomètres en fait. Mais ça ne fait jamais rien les kilomètres. Mais non, parce que vous n'avez pas lâché, de toute façon, vous non, sentez... j'ai de la culpabilité, plus... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, ça se travaille, Sophie. C'est-à-dire que... vous faire aider. J'ai 50 ans bientôt. C'est pas grave. Vous êtes à peine à la moitié de votre vie alors. Oui, c'est vrai. Regardez, avec une mère dépressive qui est encore en vie, vous en avez encore des bonnes années devant vous. Non, mais vous voyez, tant que vous laissez la petite fille prendre le contrôle de votre vie, vous pourrez pas lâcher. Ah ouais. Qu'est-ce que vous risquez si vous laissiez un petit peu plus... Si vous desserrez les fesses. Puisque de toute façon, c'est d'arriver au stade maintenant où ça vous déborde. C'est-à-dire, regardez comment la symbolique, elle est puissante. Ah ouais, c'est par exemple quand vous courez... C'est quand vous courez avec des petits-enfants que ça pète. Et quand j'ai de la joie, Et quand j'ai de la joie, voilà. quand je m'amuse. Voilà. Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte ? Votre corps est en train de vous dire que c'est au contraire de ça dont vous avez besoin. Alors laissez-vous péter un bon coup, si j'ose dire. C'est-à-dire, mais non, mais très sérieusement, donnez-vous le droit d'exploser un peu. Ouais, tout à fait. Parce que c'est quand même, je veux dire, quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est moi. Et c'est moi parce que je vous écoute depuis longtemps. Bon. Et comment ça pourrait libérer aussi vos enfants de vous voir un peu vivre pour vous ? Ouais, mais j'ai l'impression de faire des choses pour moi. Mais bon, je suis dans le faire. Peut-être que c'est pas profond. Mais surtout, ce que vous êtes dans le faire. Oui, je suis dans le mental. Non, mais vous êtes dans le faire bien. Oui. D'accord. Ouais. Et si vous pouvez pas faire un peu mal ? Eh ben, je peux pas faire mal à qui que ce soit. Et non, j'ai pas dit faire mal. J'ai dit faire un peu mal. Ou faire quelque chose de mal. Ne pas faire bien. Oui. Alors, vous allez faire quelque chose tout à l'heure. Vous allez exprès casser une assiette. Oui. D'accord ? Et une fois qu'elle est cassée, vous ramassez pas les morceaux. Vous laissez traîner un petit peu. Mais je me dis pas maniaque ou... Voilà, je suis... Non, mais vous faites ça. En fait, ça va pas avec mon caractère, du tout. C'est quoi votre caractère ? Mais je suis plutôt... ce que les amis me disent, je suis cool, je suis détendue. Ah oui, oui, manifestement, oui. Et en fait, pas tant que ça. À l'intérieur, ça c'est le masque. Oui, voilà, c'est d'autant plus grave si en effet... vous avez besoin de vous, faites-vous ce cadeau. Vous portez ce masque-là de quelqu'un de cool et détendu, c'est d'autant plus grave parce que ça veut dire que même avec les gens qui sont les plus proches de vous, vous ne pouvez pas être vous-même. Alors que c'est grâce aux gens qui sont proches de nous qu'on peut lâcher, justement. Voilà, imaginez que vous partiez un jour, une semaine en vacances, en laissant votre téléphone portable. Ouais. Bon. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais je crois que vous avez compris, vous étiez prête à comprendre puisque vous avez appelé. Ouais. Oui, et puis les témoignages précédents ont donné des pistes et puis j'ai dit je vais être obligée de dire que moi je pète en plus. J'ai des hémorroïdes et je suis constipée et moi je pète en plus. Et c'est ça qui fait que oui, je comprends. Mais peut-être que ça va avoir amené une réponse à tous ceux qui ont témoigné avant vous et qui n'avaient pas osé le dire. Oui, accepter. C'est facile à dire, j'accepte, j'accueille. Mais non, mais c'est bien pour ça que je vous ai donné un truc à faire, voyez. Oui, puis c'est ça, on vous parle pas de le dire, on vous parle de le faire. De casser une assiette, voyez, juste vous autorisez des trucs que vous ne vous autorisez pas. Faites ça et vous verrez que c'est souvent par l'acte, par le fait qu'on fait des choses qu'on avance. C'est pas en se tournant les trucs dans la tête pendant des heures. C'est parce qu'on tout d'un coup on ose faire un truc et putain ça fait quelque chose qui se passe, une émotion qui surgit. Si vos amis sont contents de vous savoir cool, pétez avec eux. Pourquoi pas. Merci Sophie en tout cas. Merci beaucoup Michel Odoul. Comme toujours, je crois qu'on a fait un petit peu avancer les choses. Et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on sera avec Sylvain Mimoun et on va être dans la sexualité et dans l'égoïsme partagé.